L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la naissance et la mort, tels sont les thèmes de cette vidéo. Commençons la vidéo par une question. Pour quelle raison l'univers doit-il avoir un commencement et une fin? Qu'est-ce qui empêche l'univers d'être silencieux? Vous ne le savez pas et personne ne le sait. Mais c'est une hypothèse à considérer. Un univers d'une durée infinie, sans commencement ni fin. Un univers qui a toujours existé et qui existera toujours. Et maintenant, comment pensez-vous que les religions réagiraient face à ce concept? Ne vous étonnez pas, car le commencement et la fin de l'univers n'est pas un problème uniquement scientifique. C'est aussi un problème théologique. Une interrogation essentielle qui dépasse la frontière de la physique, qui relève de la métaphysique et de la religion. Y a-t-il eu ou non création? En s'appuyant sur les textes du Coran et de la Bible, la religion a toujours soutenu l'idée d'un commencement et d'une fin, d'une genèse et d'une apocalypse, d'un alpha et d'un oméga. Mais la science à un moment donné a proposé une autre réponse. Après les découvertes de Copernic, Newton et Galilée, les scientifiques ont considéré que l'hypothèse d'un univers infini était plus probable. D'un côté, le problème de création renvoie à celle d'un créateur. Et donc, en éliminant la création, on élimine aussi la nécessité d'un créateur. De l'autre, l'observation de l'univers semble indiquer un mécanisme constant et régulier, étayant l'idée que le mécanisme a toujours existé et continuera d'exister. Le problème était donc résolu. Mais est-il possible de démontrer le contraire? Est-il possible que l'univers ne soit pas éternel? En réalité, cette question renvoie à une contradiction cruciale. Le fait que l'observation contredise la théorie. La première contradiction apparaît dans les textes religieux, selon lesquels Dieu créa l'univers dans une explosion de lumière. Cette explication reste le modèle de référence pour les religions judaïques, chrétiennes et musulmanes, bien qu'elle ait fortement été remise en question par les sciences. L'explication la plus vraisemblable était donc celle d'un univers éternel. Mais au XIXe siècle, on fit une découverte de la plus haute importance. L'une des plus grandes jamais réalisées par la science, une révélation qui va mettre en cause l'idée d'un univers d'une durée infinie. Delta, S, univers, supérieur, 0. C'est exact, c'est la seconde loi de la thermodynamique. Delta signifie variation, S pour entropie, supérieur concept de plus grand, et 0 pour 0. Autrement dit, cette équation postule que la variation de l'entropie de l'univers est toujours supérieure à 0. Cette deuxième loi de la thermodynamique conçue par Julius Emanuel Clausius en 1861. Clausius avait auparavant formulé la loi de la conservation de l'énergie, affirmant que l'énergie de l'univers est une éternelle constante, ne pouvant jamais être créée ni détruite, mais seulement transformée. Ensuite, il décida de proposer le concept d'entropie, qui englobe toutes les formes d'énergie et de température, croyant qu'elle aussi était éternellement constante. L'univers étant éternel, l'énergie devait l'être aussi, et l'entropie également. Mais après avoir effectué des mesures, il découvrit stupéfait que les déperditions de chaleur d'une machine excédaient toujours la transformation de la chaleur en énergie, provoquant une dégradation. Refusant d'accepter ce résultat, il se mit alors à mesurer les processus naturels, et parvint à la conclusion que ce phénomène se vérifiait à tous les domaines. Après de nombreux tests, il dut se rendre à l'évidence: l'entropie n'était pas une constante. Ou plutôt, l'entropie ne fait qu'augmenter sans cesse. Ainsi naquit la seconde loi de la thermodynamique. Clausius détecta l'existence de cette loi dans les comportements thermiques. Et le concept d'entropie s'étendit rapidement à tous les phénomènes naturels. On comprit alors que l'entropie existait dans tout l'univers. Quelle est alors la conséquence de cette découverte? Les choses vieillissent. La seconde loi de la thermodynamique vient prouver trois choses. La première, c'est que si les choses vieillissent, alors il y a un point dans le temps où elles mourront. Cela arrive quand l'entropie atteint son maximum, le moment où la température se dissipera uniformément dans l'univers. La seconde, c'est qu'il existe une flèche dans le temps. Autrement dit, l'univers et son histoire peuvent être déterminés depuis toujours, mais leur évolution s'effectuera constamment du passé vers le futur. La troisième chose prouvée par la deuxième loi de la thermodynamique est que puisque tout vieillit, alors il y a eu un moment où tout était jeune. Mieux encore, il y a eu un moment où l'entropie était à son minimum, le moment de la naissance. Clausius avait démontré qu'il avait une naissance à l'univers. Lorsque la seconde loi de la thermodynamique a été démontrée, les scientifiques comprirent que l'idée d'un univers éternel était incompatible avec l'existence de ce processus physique irréversible. L'univers évolue vers une zone d'équilibre thermodynamique, où les zones chaudes et froides tendent à s'effacer au profit d'une température constante générale, ce qui signifie une entropie totale ou un minimum de désordre. En clair, l'univers évolue d'un ordre complet vers un désordre total. Et cette découverte entraîna l'apparition de nouveaux indices. Connaissez-vous le paradoxe d'Olbert? Ce paradoxe est lié à l'obscurité du ciel. Si l'univers est infini et éternel, alors il ne peut y avoir d'obscurité la nuit, puisque le ciel doit être inondé par la lumière provenant d'un nombre infini d'étoiles. Mais l'obscurité existe, ce qui est un paradoxe. Ce paradoxe ne peut être résolu que si l'on attribue un âge à l'univers, postulant ainsi que la Terre reçoit uniquement la lumière qui a eu le temps de voyager jusqu'à elle depuis la naissance de l'univers. Donc il y aurait vraiment un point alpha. Mais il y avait toujours un problème à résoudre lié à la gravité.
Les scientifiques pensaient que l'univers, étant éternel, était aussi statique. Et c'est sur ce postulat que repose toute la physique de Newton. Newton lui-même d'ailleurs avait compris que sa loi de la gravité, qui établit que toute matière attire de la matière, avait pour ultime conséquence que tout l'univers serait amalgamé en une énorme masse. La matière attire la matière, mais pourtant, quand on regarde le ciel, on s'aperçoit que ce n'est pas ainsi. La matière est distribuée. Comment alors expliquer ce phénomène? Eh bien la réponse a été donnée par Hubble, l'astronome pas le télescope. Dans les années 20, Edwin Hubble confirma l'existence de galaxies au-delà de la nôtre. Et après avoir mesuré le spectre de la lumière qui émanait, il s'aperçut que tout s'éloignait de nous. Mieux encore, il s'aperçut que plus une galaxie était loin, plus vite elle s'éloignait. C'est ainsi qu'on a compris la vraie raison pour laquelle, conformément à la loi de la gravité, toute la matière de l'univers ne s'amalgamait pas en une seule et unique masse. C'est parce que l'univers est en expansion. À présent, je vous pose cette question. Quelle est la conséquence de cette découverte sur le problème du point alpha? Eh bien, si toute la matière de l'univers se disperse, c'est qu'elle a été rassemblée par le passé. La découverte de l'univers en expansion implique qu'il y a eu un moment initial où tout était concentré avant d'être projeté dans toutes les directions. Du reste, les scientifiques constatèrent que cela cadrait avec la théorie de la relativité générale, dont découlait le concept d'un univers dynamique. Or, en s'appuyant sur toutes ces découvertes, un astrophysicien nommé Georges Lemaître annonça une nouvelle idée dans les années 20, celle du Big Bang.